comment établir un climat propice à l'échange, notamment quand on discute de sujets sensibles en lien avec les actualités. Pour répondre à cette question, aujourd'hui, j'aimerais vous proposer la philosophie comme moyen. Pour avoir un peu plus de contexte sur la philosophie pour enfants, je vous invite à visionner la classe de maître dédiée à cette pratique. Il faut qu'on admette qu'on vit dans un monde de plus en plus dogmatique, qui voit les choses en noir et blanc au lieu d'apprécier les zones grises. Ceci peut créer un genre de rigidité dans notre pensée et dans nos connaissances. On pense avoir la vérité, alors on ignore tout le reste. Que pourrait être une alternative? Selon moi, c'est ce que j'appelle la flexibilité épistémique. C'est quoi ça? Eh bien, en gros, c'est être flexible devant comment on apprend et aussi ce qu'on pense connaître sur le monde. Ça a l'air de quoi? On peut être ouvert au doute, on peut être à l'aise devant l'incertitude, on peut accueillir la complexité, on peut être sensible devant l'ambiguïté et on peut aussi reconnaître qu'on est faillible. On fait des erreurs, mais on peut aussi les rectifier. Et donc, on reste humble devant nos connaissances et nos manières de les acquérir et aussi de les évaluer. De la même manière qu'une fille qui fait de la gymnastique depuis qu'elle a 3 ans est flexible et peut se plier dans tous les sens sans se faire mal, une enfant qui fait de la philo depuis qu'elle est toute petite, elle aussi, elle est très flexible, mais dans sa pensée. Ses idées sont plus malléables, sa pensée est plus élastique. Elle peut considérer différents points de vue et elle est à l'aise, ouverte même aux nouvelles perspectives. Mais pourquoi est-ce que c'est important de cultiver la flexibilité épistémique chez les jeunes? Eh bien, en tant que philosophe de l'enfance, je suis très sensible à comment nos conceptions sur les enfants affectent la façon qu'on les traite. Les enfants ont une capacité incroyable de réflexion. Je le vois constamment. Mais nous, comme adultes, on sous-estime ce potentiel. Souvent, on impose nos opinions au lieu d'accueillir leurs perspectives. En même temps, les enfants représentent une population vulnérable, dans le sens que leur position dans la société fait en sorte qu'ils sont plus susceptibles à être manipulés, à être exploités, même à être victimisés. Alors, par profond respect pour leur capacité croissante de réflexion et pour les aider à devenir autonomes de façon responsable, on leur doit des stratégies d'autodéfense intellectuelle, c'est-à-dire des outils pour les aider à digérer toute l'information qu'ils doivent digérer au quotidien. Et la philosophie, comme on va le voir, est vraiment bien placée pour nous aider à faire ça. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire de la philosophie à partir des actualités? C'est sûr que je suis un petit peu biaisée, mais selon moi, la philosophie existe partout. Il suffit de reconnaître les concepts qui habitent notre quotidien et aussi ce qu'on retrouve dans les journaux, sur les pages d'actualité, à la radio, même dans les réseaux sociaux. Personnellement, j'aime bien mettre mes lunettes conceptuelles qui m'aident à voir des concepts un peu partout. Si, par exemple, je lis un article sur une manifestation, je pourrais me demander, c'est quoi le concept de la liberté d'expression vraiment? Pourquoi est-ce que c'est important de s'exprimer librement? Et toi, en revanche, tu pourrais te demander, mais est-ce que c'est bien de tout exprimer? Est-ce qu'on devrait avoir le droit de tout dire? Et petit à petit, on a une liste de questions philosophiques qu'on trouve dignes d'explorer ensemble, inspirées par les actualités. Mais ce n'est pas juste le contenu de la philosophie qui peut être intéressante, c'est aussi ses procédures. Entre autres, la philosophie nous donne l'occasion d'inspecter, d'examiner nos biais et nos présupposés. Je vous partage un exemple qui ressort souvent. Imaginons un article qui décrit un enfant qui se fait mordre par un chien. Les enfants qui n'ont pas beaucoup d'expérience avec les chiens pourraient lire cet article et en déduire que tous les chiens sont dangereux et donc il faut s'en méfier. Ceci représente une erreur de logique parce qu'on part d'un cas particulier, un seul chien, vers une généralité, une affirmation sur tous les chiens. C'est là que la philosophie peut vraiment faire son travail. Est-ce que c'est vrai que tous les chiens sont dangereux? Est-ce qu'on peut trouver des contre-exemples, c'est-à-dire des chiens qui ne sont pas dangereux? Là, il y a peut-être un enfant qui a son propre chien qui est super doux et gentil avec tout le monde. Ou un autre enfant qui, dans sa famille, a élevé un chien Mira pour aider les personnes aveugles. Et alors, petit à petit, avec cette recherche de contre-exemples, on réalise que certains chiens peuvent être dangereux, mais certainement pas tous les chiens. Ah, la flexibilité épistémique. Tout d'un coup, on peut être plus souple dans notre pensée, plus élastique, on s'étire dans nos idées et on peut avoir une pensée plus nuancée à la fin. C'est important d'être à l'aise dans les zones grises, mais on peut facilement imaginer comment cette généralisation sur les chiens pourrait aussi s'étendre aux humains. Et là, on pourrait trouver une discrimination qui est vraiment problématique.
Par exemple, on pourrait avoir l'opinion que toutes les personnes avec une caractéristique X sont dangereuses, alors il faut s'en méfier. Mais là, ce qui est problématique, c'est qu'on crée un genre de séparation entre nous, les bons, les gentils, les supérieurs, versus les autres qui sont inférieurs, qui sont les méchants, qui sont moins bons. On se trouve face à un sujet sensible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut explorer ces enjeux avec les jeunes? Ici, une formation en animation philosophique peut être très utile pour aider les jeunes et les appuyer dans leur réflexion. On voit même que parfois, il est souhaitable, même préférable, d'accueillir des sujets sensibles parce que c'est là que la philo peut vraiment faire son travail en soulignant la pensée problématique et en trouvant des outils pour la rectifier. Prenons l'exemple des articles sur la guerre, un sujet qui a été beaucoup exploré sur les as de l'info dans la dernière année. Ce genre de sujet sensible peut susciter plein d'émotions. On peut se demander comment est-ce qu'un humain pourrait faire mal, même tuer les autres juste pour avoir du pouvoir. Parce que les subtilités d'une guerre peuvent être très compliquées pour les jeunes à comprendre, en tenant compte de leurs connaissances et pour avoir des échanges qui sont constructifs, on peut essayer d'aller du contexte particulier vers des questions qui sont plus universelles. Le pouvoir peut-il être dangereux? Est-ce qu'on peut avoir un conflit sans violence? Ici, les jeunes peuvent réfléchir à leur propre expérience. Juste hier, j'étais avec un groupe d'enfants en 4e année qui se posait la question du conflit dans les amitiés. Est-ce qu'une amitié peut survivre au conflit? Et à force de réfléchir, ils se sont rendus compte que oui, en effet, leurs amitiés peuvent survivre au conflit, en autant que ces difficultés sont traitées sans violence, de façon paisible. Un autre groupe de jeunes explorait comment le pouvoir les a déjà affectés. Ils se questionnaient sur leurs propres expériences, quand ils étaient chefs d'une équipe, disons pour un projet ou alors pour un jeu, et ont constaté que le pouvoir, c'est pas toujours positif. En fait, des fois, le pouvoir pouvait monter à leur tête. Faire ce lien existentiel entre un concept qui est complexe et le vécu des enfants peut rendre la complexité d'une actualité beaucoup plus abordable et donc c'est possible d'y réfléchir ensemble. Ici, on cherche à être dans un mode exploratoire. On veut suspendre notre jugement pour considérer beaucoup de différentes perspectives avant de prendre position. Ça vous intéresse d'essayer? Voici quelques points à garder en tête. Premièrement, la réflexion exige un espace sécuritaire. Pour établir une ambiance qui est propice au dialogue collaboratif, créez un cercle avec des chaises ou avec des coussins au sol pour faciliter les échanges entre les enfants. C'est plus facile de s'écouter et de construire sur les idées quand on peut tous bien se voir. Vous voulez aussi vous-même vous asseoir avec les enfants pour démontrer que vous êtes sur le même pied d'égalité devant ces grandes questions. Favorisez une écoute attentive, surtout quand il y a différents avis. Il faut promouvoir la sécurité et l'inclusion en favorisant le respect et la considération dans les échanges. Et encouragez les jeunes de vous parler s'ils sont mal à l'aise avec quoi que ce soit. Deuxièmement, penser, ce n'est pas juste un exercice mental. Pas du tout. Quand on fait de la philosophie, on le ressent dans tout notre corps. Ce n'est pas juste un processus cérébral. En fait, quand on a la chance d'échanger avec les autres sur des grandes questions comme celle-là, on voit leur réaction dans leur corps. Leur corps participe à la discussion. C'est très précieux. Alors, il faut prendre soin de cette dimension corporelle pour montrer qu'on valorise ce qui les préoccupe et les aider à développer leur propre position sur les sujets. Il faut surtout se soucier des enfants qui pourraient se sentir ciblés par les sujets sensibles et les inviter à partager leurs expériences pour enrichir l'expérience de tout le groupe. Enfin, changer d'idée n'est pas une faiblesse, bien au contraire. Quand on fait de la philosophie, c'est même une force de pouvoir changer d'avis parce que ça veut dire qu'on est capable de développer une attitude autocorrectrice. Quand on est dans un mode d'autocorrection, ça veut dire qu'on est capable d'analyser nos idées afin de les améliorer. La philo nous permet de reconnaître qu'on peut se tromper et c'est grâce aux autres qu'on peut bonifier notre pensée. C'est aussi un signe d'humilité intellectuelle qui fait partie de la flexibilité épistémique. Et donc, il est tout à fait possible de créer un climat qui est propice aux échanges sur les sujets sensibles. Il faut juste reconnaître que pour les enfants, ça demande beaucoup de courage. Le courage de se remettre en question, d'oser de prendre la parole, d'oser de s'essayer de se lancer et d'explorer ces grandes questions, et aussi le courage d'élargir la portée de ce qui est important. Pour plus d'informations sur comment la philosophie peut appuyer les jeunes, communiquez avec nous. Il nous fera plaisir de venir dans votre classe pour animer un atelier ou alors de vous inviter dans une formation sur l'animation philosophique.